À 3 semaines de la conférence de Paris sur le climat, tout le monde est d'accord, il faut se mettre d'accord pour sauver la planète. Mais, accord ou pas, eh bien, est-on vraiment conscient aujourd'hui de nos actions? Est-on conscient qu'elles auront un impact dans des dizaines d'années encore? Il est urgent d'agir, explique Ivar Ekland dans son nouveau livre. Ça s'appelle Le syndrome de la grenouille, l'économie et le climat, édition Odile Jacob, le grand mathématicien français, économiste également, dont les travaux sur la théorie du chaos ont inspiré le personnage, disons-le, avant d'oublier le personnage principal de Jurassic Park. Bonsoir, merci d'être avec nous, Ivar Ekland. Alors, j'ai dit le titre de votre livre, il est assez intriguant. Une fois qu'on a lu votre livre, on le comprend, mais ce qui n'est pas forcément le cas de nos téléspectateurs. C'est quoi le syndrome de la grenouille, au juste? Eh bien, il paraît, je n'ai jamais vérifié, mais il paraît que si vous voulez faire cuire une grenouille, il ne faut pas la jeter dans l'eau bouillante, parce que tout de suite, elle est saisie et d'un bond, elle sort. Elle sent, elle sort. Il faut au contraire la mettre dans une eau un peu froide, puis réchauffer doucement. Alors c'est tiède, elle est bien, etc., etc. Puis elle ne se rend pas compte du danger, et quand brusquement elle se rend compte que c'est vraiment chaud, il est trop tard. Elle ne peut plus réagir, elle ne peut plus sortir. Alors j'ai pris ce titre parce que je pense que c'est vraiment ce qui nous arrive en ce moment avec le réchauffement climatique. À savoir une métaphore, c'est-à-dire l'homme serait la grenouille dans la planète. Bien oui, ce serait la grenouille dans la planète. C'est-à-dire que un des problèmes du réchauffement climatique, c'est qu'il n'arrive pas d'un coup. Ouais. Il arrive lentement. Vous voyez, on parle de 100 ans. 100 ans, c'est plusieurs générations. Et donc, chacun d'entre nous, chaque année, le changement est graduel. Et les gens ne se doutent pas qu'il est si lent qu'on ne le perçoit pas. Mais quand vous accumulez, il devient vraiment très important. Alors le paradoxe qui traverse et qui sous-tend tout votre livre, c'est cet écart justement qui existe entre notre conscience du danger et notre capacité, au fond, à continuer à vivre comme si de rien n'était, en fait, à nous anesthésier. Oui. Mais voyez ce qui se passe, par exemple. Là, on vient de dire que 2014 a été l'année la plus chaude depuis qu'on a des mesures. Eh bien, chaque année, depuis l'an 2000, ça fait 15 ans, sauf une, a été la plus chaude. Alors, ça veut dire quoi, ça? Mais pour les jeunes qui sont nés en 2000, par exemple, ou les gens qui naîtront cette année, ils n'ont pas les références antérieures. Donc, ils se disent « Ah, c'est un peu plus chaud que l'année dernière, mais ce n'est pas grave. » Donc, chaque génération initialise au moment où elle est née. Et donc, le changement est tellement graduel que les gens ne se rendent pas compte du danger. Et donc, on se dit « Ce n'est pas urgent. » Alors, on parle beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Pour beaucoup, c'est très abstrait. Vous mettez les choses au clair, vous renversez la vapeur et vous écrivez ceci, notamment dans votre livre. Il est important de comprendre que ce n'est pas l'atmosphère terrestre qui a permis la vie, mais au contraire, c'est la vie qui a créé l'atmosphère. En quoi est-ce primordial de bien comprendre cela ? Parce qu'on a toujours l'impression que nous sommes ici, comme dans un vaisseau spatial, avec des gens qui mettent de l'oxygène, etc. Si on a besoin d'un peu plus, on en met. Ce n'est pas ça du tout. On fait partie de tout un système. Ouais. C'est-à-dire, nous vivons, on a de l'oxygène parce que les arbres en produisent. L'oxygène n'est pas là en permanence. Il est absorbé en permanence et il est remis par les arbres. On est dans un système vivant. Comme un moteur, si vous voulez. L'oxygène rentre, le gaz carbonique aussi, il rentre, il sort de l'atmosphère. Si on perturbe ce système-là, si par exemple il n'y avait plus d'arbres, eh bien il n'y aurait plus d'oxygène. Alors vous dites notamment, et vous l'avez dit, nous sommes comme la grenouille, plongée dans le bain qui perçoit les premiers frémissements de l'eau. Elle ne s'inquiète pas trop parce que jusqu'ici, ça se passe relativement bien. Et vous prenez des exemples concrets à l'appui. Vous dites par exemple, le cyclone Katrina, point d'interrogation, pas de problème, on a reconstruit la Nouvelle-Orléans. Et vous citez plusieurs exemples comme ça. Vers quoi allons-nous? Parce que franchement, on a le sentiment que les citoyens, les gouvernements ne sont pas conscients de cela. On se dit effectivement, certes, il y a une sécheresse telle année en France, mais depuis, il n'y en a plus eu. Katrina, on a reconstruit. Mais là, dans votre journal tout à l'heure, vous avez montré, par exemple, ce qui se passe au Sénégal, où la montée de l'eau de mer chasse ou détruit le mode de vie des populations qui sont là, parce que les marais sont envahis, il n'y a plus de poissons. Bien, mais dans 10 ans, ces gens-là seront forcés de partir, et ça va être encore des réfugiés. Alors, ce qui risque de se passer, bien, d'ici 20 ou 30 ans, avec la montée des eaux, ça va être de très grandes villes comme Bombay ou Calcutta qui vont être envahies. Le Bangladesh, à la fin du siècle, peut disparaître entièrement. Il y a déjà des îles qui disparaissent. Si vous voulez, pour vous donner une idée de ce qui se passe,
La Banque mondiale, hein, je veux dire, donc ce ne sont pas des gens qui sont alarmistes. Hein. La Banque mondiale dit que sur les tendances actuelles, les températures moyennes l'été en Méditerranée augmenteront de 9 degrés à la fin du siècle. Ouais. Vous vous rendez compte, 9 degrés en été autour de la Méditerranée, ce que ça peut faire? Alors, votre livre est sous-titré « L'économie et le climat ». Disons-le franchement, ce sont deux mots juxtaposés dans votre livre que l'on n'a pas l'habitude de voir ensemble. Vous vous attachez dans votre ouvrage à démontrer que la logique qui veut que la croissance va bien à un moment donné ou à un autre nous tirer d'affaire est totalement une illusion, en fait. Croissance économique. Pourquoi ? Oui, je pense que on a tort de regarder, on a tort de dire on va s'en tirer avec les moyens économiques, on va s'en tirer avec le marché, il suffit de laisser faire. Ça, ce n'est pas vrai. Ce que je pense, le problème du climat n'est pas un problème de marchandises. L'air est un bien commun. Et les gens qui nous écoutent, je veux dire dans l'Afrique, d'autres peuvent bien le comprendre, parce que traditionnellement, les biens communs, ça ne se gérait pas par la propriété privée, ça se gérait par le fait que chacun en prenait un peu et qu'on faisait attention à l'ensemble. Je pense qu'il faut retrouver ça, il faut retrouver cette idée qu'il y a un bien commun qu'il faut gérer ensemble et pas le découper de manière privée. Ça veut dire qu'on raisonne, chacun de nous, parfois, avec cette coutume, entre guillemets, économique de la propriété privée, même s'agissant des ressources naturelles. On regarde les choses pour soi. Si vous voulez, le problème... on regarde les choses pour soi, on ne pense pas ce qu'a fait aux autres. C'est un peu, disons, je vois le problème du climat un peu comme un problème éthique, si vous voulez. Je me sers... ni vu ni connu. Hein, c'est le problème. Je pêche trop de poissons, je n'ai pas conscience qu'il y en aura moins pour les autres. Vous voyez, hein, disons en France, par exemple, on va émettre. Tant pis si les autres n'émettent pas, on donne un mauvais exemple, mais ce n'est pas nous qui influerons le climat. Ça, c'est mauvais. C'est, par contre, d'un problème moral, c'est si je donne un mauvais exemple, d'autres le suivront. Donc il ne faut pas raisonner en disant ni vu ni connu, j'émets et les autres se débrouilleront. Il faut dire, je donne le bon exemple, et si je donne le bon exemple, d'autres le suivront. Et vous soulignez d'ailleurs que notre mode de calcul de richesse partout dans le monde, sauf il me semble d'ailleurs un pays qui a l'indice du bonheur, mais globalement, je vous vois sourire, globalement, c'est le fameux PIB, produit intérieur brut. Il est taillé sur mesure, si je puis dire, pour ignorer les ravages du réchauffement climatique. Là est le problème ? Bien sûr, c'est un problème considérable. Le PIB mesure, et la production industrielle mesure ce qui se vend et s'achète. Bon, mais la femme qui travaille chez elle, ou l'homme qui travaille chez lui, qui nourrit ses enfants, etc., qui ne va pas sur les marchés, lui, il ne contribue pas au PIB. Ouais. Mais pourtant, c'est un travail important. Hein, quand vous enseignez, quand vous enseignez, par exemple, ça contribue au PIB dans la mesure où vous obtenez un salaire. Mais le travail positif que vous faites dans l'éducation, ça, personne n'en rend compte. C'est-à-dire que si on raisonne en PIB, on ne peut pas faire d'éducation en disant aux gens de raisonner différemment, parce que de toute façon, chacun raisonnera avec son intérêt privé, en fait. Et le calcul toute la société actuelle, tout le raisonnement économique actuel consiste à dire, si vous faites ce qui est bien pour vous, eh bien, vous améliorez la situation générale. Si vous cherchez à gagner le plus d'argent possible, eh bien, vous améliorerez la situation générale. C'est le principe de base des marchés. C'est vrai pour certaines choses, on voit, ça a été la base du développement économique, mais quand on touche à un bien commun comme le climat, ce n'est pas vrai. Alors on comprend grâce à votre livre que seul un point de vue éthique, vous l'avez dit, anthropologique, pourrait changer la donne et pourrait résoudre le dilemme, mais quelques pistes tout de même, selon vous, à 3 semaines de cette grande conférence ? Quelques pistes. Bien, alors il y a quelques pistes de nature financière. Par exemple, il est clair que les investissements destinés à protéger le climat doivent être favorisés, doivent bénéficier d'un taux d'intérêt plus favorable. Il est clair aussi que maintenant, je pense que l'action sur le climat doit être une action avant tout individuelle. Je pense que nos gouvernements ne sont pas faits pour traiter ces problèmes-là. Vous comprenez, le gouvernement français, il regarde les intérêts des Français. Ils ne sont pas faits pour regarder les problèmes globaux. Il faut, et pour eux également, l'échéance est trop lointaine. Un gouvernement dure 1 an. Je pense qu'on va beaucoup reposer, soit
sur une gouvernance mondiale. Mais je n'y crois Justement, pas. il y a déjà l'ONU, non? Vous n'y croyez pas? Oui, Cette conférence, rappelons-le, moi, elle est je organisée pense par que l'ONU, hein. l'ONU, ce serait vraiment très bien. Mais vous voyez, elle a beaucoup de mal à s'imposer. Mais je crois beaucoup aux ONG, aux actions individuelles. Je pense que les gens, notamment dans les pays sous-développés, ont des moyens d'action personnels. Et vous voyez d'ailleurs autour de moi, les individus sont beaucoup plus concernés que les municipalités, et les municipalités sont beaucoup plus concernées que les gouvernements. Et nous, en tant que je pense qu'on a des devoirs éthiques en tant que consommateurs pour se faire entendre. On peut boycotter des compagnies en disant ces compagnies ne font pas, il faut travailler les enfants, ou bien elles font ceci, ou bien elles font cela. Les consommateurs ont des moyens d'action très puissants, ils peuvent se regrouper dans des ONG, et c'est ça qui pourra, ou un gouvernement mondial, qui pourra faire avancer les choses. Alors, quand on a lu votre livre, disons-le, on est plutôt pessimiste à 3 semaines de cette COP 21. Tout de même, qu'en attendez-vous? C'était quand même un grand rassemblement mondial avec, d'ores et déjà, on l'a vu aujourd'hui à Paris, 60 ministres. Vous en attendez quoi concrètement? Si on les laisse faire, je crois qu'il n'y aura pas grand-chose. Mais je pense que si on a assez de pression de l'extérieur, si les gens comprennent que les individus sont vraiment concernés, eh bien, ils pourront rentrer chez eux en se disant il faut faire quelque chose. On a vu notamment dans votre journal, vous avez vu le représentant du Canada. Oui. Le gouvernement Harper est tombé au Canada, il avait été abominable. Justin Trudeau veut mieux faire. Et Justin Trudeau va mieux faire. Et une des raisons pour laquelle j'ai beaucoup vécu au Canada en Colombie-Britannique, en Colombie-Britannique, le gouvernement Harper voulait faire passer un gigantesque pipeline, ça lui a coûté des voix, parce que les gens ne voulaient pas de ça. Donc, l'action individuelle peut faire des choses. Merci beaucoup Ivar Ekland d'être venu témoigner sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Le syndrome de la grenouille, l'économie et le climat, édition Odile Jacobs. C'est un livre très court, très facile à lire. Ne vous en passez pas. Merci à vous. Merci beaucoup.